Connaissance, recherche, sciences, et mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Alors, merci à tous d'être ici. On est très proche à Pâques, alors vous n'êtes pas en vacances, moi non plus, mais ça souligne mais merci d'être ici. Alors, c'est le dernier cours. Alors, pour ça, il faut que je dise merci à mes amis. So, thank you very much to Donc tout d'abord, merci à Catherine et Agnès qui sont dans la cabine d'interprétation et qui assurent l'interprétation en français. Donc merci à toutes les deux pour votre travail. Merci à Marie, Anne-Sophie et à Cécile qui sont ici au Collège de France au niveau administratif et qui ont vraiment facilité mon travail. Et j'espère qu'ils vous ont également rendu la vie plus facile. Et bien sûr, merci à Pierre Corval, l'administrateur du Collège de France, et Roger Ganelli, mon collègue et ami proche, qui détient ici la chaire d'économie. Et merci également à Gabriel, qui est assis à ma droite, qui a su me guider et qui a pris en charge les traductions des diapositives qui vous sont présentées. Donc, merci à toutes ces personnes qui m'ont facilité la vie et merci à vous d'être ici. Nombre d'entre vous m'avaient écrit ou m'avaient fait parvenir des emails en raison des différentes pression professionnelle auxquelles j'ai été soumise ces derniers temps, je n'ai pu en prendre connaissance que la semaine dernière. Si d'ici 3 semaines, vous n'avez toujours pas reçu de réponse, et parfois vous m'envoyez des mails de commentaires qui ne nécessitent pas de réponse, mais quelquefois vous me demandez une réponse, j'essaierai de vous y répondre dans les 3 semaines à venir. J'ai commencé à les étudier avec attention. Vous m'avez envoyé beaucoup de courriers, beaucoup de mails. Cela va me prendre un petit peu de temps. Si toutefois, d'ici 3 semaines, vous n'aviez pas reçu de réponse et souhaitiez obtenir une réponse, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Et en tout état de cause, merci à ceux qui m'ont fait parvenir ces messages. Je voudrais cette fois-ci m'éloigner un petit peu de l'économie et essayer avec vous d'étudier les aspects politiques, de parler des accords politiques autour du changement climatique. Bien entendu, les accords politiques sont liés aux politiques, aux structures, aux institutions de chaque pays. Mais j'aimerais parler de ces aspects politiques, mais du point de vue d'un économiste. Je ne vais pas prétendre être un spécialiste en sciences politiques, donc je vais aborder les aspects politiques, mais du point de vue d'un économiste. Donc je vais sans doute plus parler d'économie politique plutôt que de sciences politiques. J'ai énormément de de respect pour mes collègues qui travaillent en sciences politiques. L'institution à laquelle je contribue au Royaume-Uni est l'Institut de recherche économique et politique. Donc, je suis bien conscient que ce sont là 2 sujets qui sont différents, mais qui se rejoignent en certains points. Et je vais donc parler des aspects politiques, mais du point de vue d'un économiste. Voici donc le plan de ma présentation, qui est un plan en 6 points aujourd'hui. Nous allons commencer à parler des pays clés. Il existe effectivement des pays clés par l'ampleur de leurs émissions, de par les relations qu'ils ont et qui sont importantes pour parvenir à un accord. Il existe 182 pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais bien entendu, nous savons qu'il y a des grands pays ou des pays importants, et là je parle de leur niveau d'émission. Donc nous allons commencer par ces pays clés, puis de cette analyse, nous allons parler du défi qui consiste à parvenir à un accord.
Je vais vous dire également quelques mots des aspects financiers. C'est là que mon domaine de spécialisation. Et le Conseil de haut niveau sur le financement dans le domaine du changement climatique s'est réuni pour la première fois la semaine dernière à Londres. Je fais partie de ce comité et je voulais partager avec vous certaines des problématiques que nous avons abordées. Je ne vais pas vous faire un compte-rendu de cette réunion, mais je voudrais partager avec vous les problèmes que nous avons abordés. C'est un groupe de personnes de tout premier rang. Et ensuite, parce que la politique, ce n'est pas simplement une histoire de président, de premier ministre et de ministre des Finances. La politique, c'est également l'affaire des personnes, des ONG, des entreprises, des médias, des chercheurs, des scientifiques. Et je voulais aborder avec vous les rôles que chacun d'entre nous pouvons jouer, car je pense que nous avons chacun une responsabilité. Et je vais vous parler plus précisément des responsabilités des universitaires, mais nous avons chacun nos responsabilités. Le rôle des institutions sera très important. J'ai passé moi-même 10 ans de ma vie dans des institutions internationales. D'abord, j'étais économiste en chef de la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD. Puis j'ai été économiste en chef à la Banque mondiale et je vais donc essayer de vous décrire le rôle des institutions internationales. Et enfin, j'aimerais aborder les défis du leadership politique à l'échelle nationale et internationale. Donc voilà mon plan. Première partie, donc les pays clés. Voici donc la liste des pays en termes de niveau d'émission. J'aimerais tout d'abord dire très rapidement que ces chiffres ne sont que des chiffres très bruts et qu'ils doivent être revus à la baisse pour la colonne de droite parce que ce sont des chiffres basés sur des estimations pour 2010. À cause de la récession, il y a eu quelques ralentissements et nous n'avons pas de chiffres définitifs pour 2010. Donc je vous mets en garde. Ce que je voulais vous montrer par ces chiffres, c'est qu'ils permettent d'identifier les pays qui ont les plus forts niveaux d'émissions de CO2. Et comme je vous le disais, nous n'avons pas encore les chiffres réels pour 2010. Ce sont des extrapolations sur la base des chiffres de 2005. Donc, mais ceci étant, cela nous permet d'avoir une idée des chiffres 2010 et je vais peut-être d'ailleurs en corriger quelques-uns avant de mettre cette information disponible sur le site web. Mais ce qui est important ici, c'est d'identifier les pays qui ont les plus forts niveaux d'émissions de CO2. Et ce sont les pays avec lesquels nous devons discuter. Vous avez 6 pays, je compte l'Union européenne comme un élément ici, représente aux alentours de 60% des émissions. Donc, ce sont les pays sur lesquels je vais me concentrer plus précisément. J'aimerais commencer par la Chine, si vous le permettez. La semaine dernière, j'étais en Chine et je travaillais dans le cadre du Forum de développement chinois. J'ai rencontré les plus grands décideurs politiques, y compris M. Chen Jiabao, le Premier ministre chinois, à qui j'ai pu poser des questions directement sur les futures politiques mises en place par la Chine vis-à-vis du changement climatique. Et le Premier ministre m'a répondu il y a 10 jours, il m'a parlé de leurs ambitions par rapport aux réductions d'émissions et il a insisté sur le fait que la Chine est l'un des rares pays à avoir présenté ces niveaux de réduction d'émissions dans le cadre de l'accord de Copenhague sans aucune condition. Vous savez que les États-Unis ont donné des objectifs mais qui dépendent du Congrès. Vous savez que l'Union européenne a dit 20% sans condition, mais 30% sous condition de ce que vont faire les autres. Le Japon a dit 25%
entre 1990 et 2020, mais sous condition de ce que feront les autres pays. Vous savez que le Brésil et l'Indonésie ont fait des déclarations en disant qu'ils pourraient faire des efforts sous condition d'obtenir des financements. La Chine prend des engagements sans condition. Deuxièmement, m'a-t-il dit, nous sommes en train de travailler sur ce que nous pouvons faire et sur les moyens que nous allons mettre en place pour atteindre ces objectifs. Tout ceci sera rédigé dans le cadre du futur plan à 5 ans qui sera annoncé à l'automne cette année. Et en Chine, quand un plan est voté, il devient la loi. Et c'est là une contrainte très forte qu'ils s'imposent à eux-mêmes, qu'ils imposent à leur population, parce qu'en Chine, un plan est contraignant, c'est la loi. Et le Premier ministre de rajouter, je pense que nous pourrons même aller au-delà de nos objectifs. Et si c'est quelque chose qu'il m'avait dit dans le cadre d'une réunion privée, je ne l'aurais pas partagé avec vous, mais il l'a dit en public devant les caméras de télévision. Donc, c'est une position très forte et également très claire. Néanmoins, nous devons reconnaître, et vous voyez, si vous regardez la première ligne ici dans notre tableau, vous constatez que la Chine va pratiquement doubler le niveau des États-Unis en 2020. Ce qui se passe en Chine est absolument essentiel et capital pour le monde dans son ensemble, mais ils ont pris un engagement. Pour l'instant, la Chine est toujours sur la pente ascendante et il est vraisemblable que la Chine continue à augmenter après 2020. J'espère, et c'est mon travail, en travaillant avec la Chine, en partageant des technologies, en partageant des idées, si la Chine pouvait arriver à son niveau maximum aux alentours de 2020, cela serait absolument essentiel par rapport à cet objectif de 2 degrés, ce que nous appelons l'objectif 2 degrés. Donc, le débat autour de la Chine est intense. Il y a un débat analytique, quantitatif, qui est très important en Chine actuellement. La semaine dernière, j'ai rencontré 3 groupes de recherche différents qui travaillent sur des analyses portant sur ces problèmes. Il y a et les économistes, qu'ils soient chinois, anglais, français, ils ne sont pas toujours d'accord, mais au moins ils ont des débats intenses. Et c'est notre travail, notre rôle, que de prendre part à ces discussions en tant qu'universitaire, en tant qu'analyste, en tant que citoyen du monde, pour essayer de voir et d'apporter notre contribution pour que nous arrivions au plus vite au maximum d'émissions en Chine, à cause des chiffres que je vous ai montrés, parce que vous constatez, comme moi, que cela pourrait avoir un effet très important. À l'heure actuelle, le consensus, si tant est qu'il y ait un consensus en Chine, c'est que le niveau maximum d'émissions pourrait se produire aux alentours de 2030. Je pense que les perspectives au niveau international nous permettent de dire qu'il faudrait arriver à un niveau avant cela, à un niveau maximum avant cela. Nous verrons, mais cette discussion est très importante. Il est également très clair que la Chine est un pays très différencié, qu'il comprend différentes régions qui sont très différentes les unes des autres. Et si vous regardez une carte de la Chine et que vous regardez les niveaux d'émissions, vous constatez que les pays les plus développés en Chine, donc bien entendu l'Est et les zones côtières, ont des niveaux d'émissions par unité de production beaucoup moins importantes que dans les parties les moins développées de Chine, notamment au centre et dans les régions ouest de la Chine. On sait également qu'il y a beaucoup d'inégalités et que les zones les plus difficiles, là où il y a les inégalités de revenus les plus criantes, sont également les régions où les efficacités énergétiques sont très basses. Et ça, c'est un problème que la Chine est en train d'aborder. Et l'une des choses que je voulais vous dire, c'est que nous devons comprendre les politiques des autres pays. Nous devons comprendre les tensions, les difficultés politiques auxquelles sont confrontés les autres pays si nous voulons avancer. L'une des choses les plus importantes à comprendre, l'un des pays les plus importants
à comprendre à cause de son niveau d'émission, c'est la Chine. Il faut absolument comprendre et apprécier les difficultés d'un pays comme la Chine. Plus nous allons être combatifs, plus nous allons être agressifs, plus nous rendrons les choses difficiles. Et je ne dis pas cela parce que je souhaite donner des leçons de morale ou de comportement. Je pourrais le faire parce que l'agression, la confrontation ne sont pas des comportements qui soient très constructifs. Mais si je dis cela, c'est parce que je constate tout simplement que cette attitude est très contre-productive. Il y a des débats en Chine entre les réformistes et les anti-réformistes et tout cela est très corrélé aux différence entre ceux qui se disent qu'une croissance pauvre en carbone, c'est l'avenir, et ceux qui sont contre cette prise de position. Et plus nous serons agressifs, plus nous allons mettre en difficulté ceux qui souhaitent des réformes et qui souhaitent aller vers une économie pauvre en carbone. Maintenant, l'important, c'est la façon dont nous partageons nos opinions. Et cela sera très important si nous souhaitons construire, élaborer un accord international. C'est absolument capital. Donc, voilà pour ce qui est de la politique en Chine. Maintenant, nous devons également être attentifs au plan à 12 ans. Ce plan à 12 ans qui est au chaud, si je puis me permettre d'utiliser ce mot, et qui est au chaud depuis 1 an. L'analyse est intense, les débats sont très intenses, surtout en ce moment. Les décisions seront prises au cours de l'été. Et vous avez des personnes en Chine qui ont leurs doigts déjà prêts sur le clavier et qui sont prêts à mettre ce plan sur papier. L'ambition de ce plan aura une importance capitale et nous devons avancer pour parvenir à un accord raisonnable et qui permette à ce plan d'être élaboré. Il est très intéressant, notamment, de constater qu'il y a pas mal de discussions autour de la taxe carbone, des plans d'échange de carbone, qu'il y a également des discussions autour du nucléaire, et tout cela sera intégré dans le plan à 12 ans de la Chine. Maintenant, qu'en est-il des États-Unis? Eh bien, parmi les plus grands pays au monde, les États-Unis ont de loin les niveaux d'émissions les plus élevés par unité de population, enfin par habitant. C'est-à-dire qu'ils sont 2 fois au niveau de l'Europe en termes d'émissions par habitant, 10 fois au niveau de l'Inde au niveau d'émissions par habitant, 3 fois les niveaux d'émissions de la Chine. Donc, tout le monde se tourne vers les États-Unis en disant, si eux, avec leur richesse et leur technologie, ne peuvent changer les choses, comment allons-nous, nous, pouvoir le faire? Donc c'est vrai qu'au niveau international, les États-Unis sont très importants. Mais les États-Unis sont un pays dans lequel la politique a une grande visibilité. En Chine, la politique est moins visible. C'est aussi intense, mais moins visible. Aux États-Unis, la visibilité politique est extrême. Tout est sous les projecteurs et tout est fait de façon très publique. Nous avons une loi qui vient de passer à la Chambre des représentants, qui est devant le Sénat, et il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle au Sénat par rapport à cette loi qui est la loi de Waxman-Markey. Depuis que les États-Unis ont fait passer leur loi sur la réforme de la santé il y a 10 jours, le contexte politique aux États-Unis a évolué. Les États-Unis maintenant étudient la réglementation financière et le changement climatique. La loi sur la santé était une loi très orientée politiquement. Il y avait une distinction claire entre la position des démocrates et des conservateurs. Maintenant, pour ce qui est du changement climatique, vous avez des républicains qui sont en faveur, des démocrates qui sont contre, et la structure de la politique est très importante. À l'heure actuelle, John Kerry, un démocrate, Joe Lieberman, un indépendant, et Lindsey Graham, une républicaine, travaillent ensemble pour
élaborer un projet de loi qui pourrait être présenté au Sénat. Donc, il va falloir trouver toutes sortes de compromis, quelquefois très compliqués. Par exemple, John McCain, le dernier candidat républicain, qui prend le changement climatique très au sérieux, est très en faveur du nucléaire. Donc il est vraisemblable que ce projet de loi contienne des éléments sur le nucléaire. Vous avez d'autres personnes qui disent c'est en forant et en trouvant plus de puits de pétrole que nous pourrons sauver le problème du changement climatique aux États-Unis. Je crois qu'ils se trompent. Les États-Unis ont 2% des réserves pétrolières au monde. Ils importent 50% de leurs besoins en pétrole. Et c'est pas en forant un petit peu à droite et à gauche. Ils pourront simplement augmenter de quelques points de pourcentage par rapport à leurs besoins en pétrole. Néanmoins, il y a des personnes qui vous disent que ça fait partie de leur sécurité énergétique. Et moi, j'ai tendance à dire que le forage pétrolier aux États-Unis pour la sécurité des approvisionnements en énergie n'a qu'un tout petit rôle à jouer. Mais bon, il faudra sans doute trouver également des compromis là. Et ça pourra avoir une grande importance. Donc c'est comme ça que la politique joue son rôle aux États-Unis. Et je pense que la collaboration entre Kerry Lieberman et Graham, maintenant que les lois sur la santé ont été votées, je pense que cette collaboration est pleine de promesses. Ça ne veut pas pour autant dire que nous atteindrons certainement un résultat, on en est loin, mais c'est très prometteur et sans doute d'autant plus prometteur que qu'on n'aurait pu le penser il y a 3 mois. Donc, la Chine, les États-Unis sont 2 pays qui sont en meilleure position par rapport à ces problématiques qu'il y a 2 mois. Dans aucun de ces 2 pays, on ne peut avoir de certitude, mais je pense qu'ils sont dans une position plus favorable. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Les États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont proposé ou ont soumis leurs objectifs à Copenhague. J'aurais souhaité qu'ils fussent plus ambitieux, mais ce sont néanmoins des objectifs importants. Et la collaboration entre Kerry, Lieberman et Graham devrait permettre d'avoir une loi au Sénat. Ensuite, il faudra que ça passe devant la Chambre des représentants. Vous connaissez le système de prise de décision aux États-Unis qui est conçu pour qu'aucune décision ne soit jamais prise, mais c'est ça, la politique, et quelquefois, malgré les difficultés, il y a des décisions qui sont prises. Maintenant, que se passerait-il si les discussions échouaient? Eh bien, il y a un plan B aux États-Unis qui est en train d'être discuté et qui donne un grand rôle à l'Agence de protection des environnements. Et le CO2 vient d'être déclaré produit polluant, substance polluante. Et donc, l'Agence de la protection de l'environnement a l'autorité pour prendre des décisions. Et ces décisions seront vraisemblablement plus au niveau des États et des villes. Donc, dans la mesure où il y a un plan B, ça augmente les chances du plan A, parce que quand on n'aime pas le plan B, on est plus prêt à voter le plan A. Mais ceci étant, ce n'est pas une certitude. Pour autant, aux États-Unis, la position est bien meilleure qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Néanmoins, il nous faut reconnaître quels sont les principaux problèmes politiques. À l'heure actuelle, et ça ne va pas céder, mais pour l'instant, dans un contexte de chômage en croissance, l'emploi est un problème très important sur l'agenda des politiques. Donc, l'argument d'une économie économe en carbone a été attractive parce que nous avons dit que c'était une économie qui était capable de créer des emplois. Et là-dessus, il faut que nous soyons très clairs, que nous puissions le démontrer par des exemples concrets et pas simplement par des théories économiques abstraites. Ça, ce sera très important. La sécurité énergétique, c'est également une problématique importante. Et la plupart du temps, quand on parle de sécurité énergétique, plus on a de poids politique. Et dans ce cas, je pense que l'argument en
faveur d'une économie pauvre en carbone est tout à fait lié à l'argument de la sécurité énergétique. Et je pense que ça peut aider la décision politique. Donc, pour les emplois, il faut continuer à travailler. Et pour la sécurité énergétique, je pense que là, l'argument est beaucoup plus facilement compréhensible. Quand on parle emploi, il faut non seulement parler des avantages d'une économie économe en carbone, il faut également parler des difficultés de la gestion des délocalisations, des dislocations. Nous devons étudier la manière dont nous utilisons l'énergie. Nous devons parler des changements radicaux des lieux d'où proviennent l'énergie. Cela va vouloir dire qu'il va falloir faire plus certaines choses et moins certaines choses. Ça veut dire qu'on aura une opposition politique. C'est l'un des grands problèmes avec les réformes. C'est que ceux qui sont perturbés par les réformes sont facilement identifiables. Ceux qui vont bénéficier des réformes ne se font pas forcément connaître très rapidement. Et plus particulièrement, lorsque les bénéfices sont des bénéfices dans l'avenir. Et tout cela constitue un problème pour les réformateurs, et bien entendu, toutes les personnes qui ont étudié et travaillé à des réformes politiques au cours des derniers siècles connaissent cette problématique et savent que c'est un gros handicap pour les réformateurs. C'est là que la politique devient très sensible. Il faut savoir gérer tous les changements, toutes les perturbations qui vont être générées par ce processus de changement. Vous avez tous lu Machiavel dans Le Prince. Je sais que ça remonte maintenant à près de 500 ans, mais il parlait très clairement de la difficulté de la réforme et ajoutait: si vous voulez être un véritable réformateur, il faut être un réformateur armé, car ceux qui seront perturbés par vos réformes viendront vous attaquer. Donc, cette compréhension des défis que pose la réforme et cette capacité qu'ont ceux qui vont être perturbés à s'exprimer très fort par rapport à ceux qui vont en bénéficier, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très très longtemps et c'est quelque chose de très important. En d'autres termes, si les sénateurs démocrates des États qui produisent du charbon aux États-Unis vont vraisemblablement être très prudents quand on va leur parler d'abandonner le charbon, et il faudra bien les comprendre, il faudra bien les écouter. Et il va falloir trouver des politiques pour compenser si l'on veut pouvoir avancer. Il faut de temps en temps être pratique en politique et pour pouvoir imprimer des changements radicaux. What about the European Union? Well, Alors, qu'en est-il de l'Union européenne ? Nous y vivons, nous sommes européens. Je pense que je ne vais pas besoin de m'attarder sur beaucoup de détails de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne a été un leader en termes d'objectifs, de technologie, par le marché des échanges d'émissions des quotas, mais c'est le même problème qui se pose en termes de perturbations et de coûts. Je voudrais parler de coûts et de compétitivité en Europe, même si cela s'applique aussi à d'autres pays. Certains pays, et on entend cet argument en Europe et aux États-Unis, on entend aussi cet argument en Inde et en Chine, que si l'on agit maintenant, les coûts vont être trop élevés et tout va se faire au détriment de la compétitivité des pays. Et vous avez aussi ceux qui disent qu'il faut avoir des barrières douanières qui protègent notre industrie contre les autres qui ont des industries polluantes. Je pense que ces arguments ne sont pas valables d'un point de vue quantitatif, tout d'abord. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'ici 1 à 2 décennies, ce coût représentera 1 à 2% du PIB. Donc le coût moyen en tant que producteur va augmenter de 1 à 3% grand maximum. C'est très peu. Cela n'a pas d'effet énorme sur la compétitivité. Les effets des variations des taux de change sont beaucoup plus importants.
Et s'il y a un coût supplémentaire, ce sera temporaire, mais pour la plupart des industries, ce coût supplémentaire sera relativement réduit. Ensuite, au fil du temps, être un producteur polluant vous mettra dans une position défavorable. Vous n'aurez pas d'avantage sur les autres, même si vos coûts sont inférieurs. C'est un point, mais ce qui est le plus important, c'est que les autres ne voudront pas acheter vos produits. Ils ne voudront pas, je ne sais pas, le bois, par exemple. Les gens ne voudront pas acheter des meubles en bois dont le bois a été issu d'une déforestation illégale, d'une mauvaise gestion des forêts. Donc, il faut véritablement faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit de ces arguments sur la compétitivité et bien comprendre quelle est la structure des coûts et là où se place la concurrence et les jeux de concurrence. Maintenant que j'ai chanté les louanges du leadership européen, et reconnaissons quand même que ce leadership est un petit peu vacillant, notamment en raison de ceux qui ont mis en avant l'argument du coût et de la compétitivité. Ceci dit, dans l'ensemble, on a plus ou moins relevé ce défi, mais l'Europe ne s'est pas suffisamment fait entendre en Europe et à Copenhague en ce qui concerne les objectifs, les technologies, le marché d'échange, etc., etc. Et à Copenhague, malheureusement, l'Europe n'a pas été en mesure de présenter une plateforme de négociation politique suffisamment souple et n'a pas été en mesure d'avoir une personne qui incarnerait l'Europe et qui parlerait pour l'Europe. L'Europe a 3 présidents. Le président de la Commission, M. Rompuy, qui est président du Conseil européen. Et puis, vous avez la présidence semestrielle en alternance qui va d'un pays à l'autre. Si vous devez voir le président américain et le président chinois, vous envoyez qui ? Vous avez des pays prépondérants. En Europe, nous sommes dans l'un de ces pays, ici en France. L'Allemagne est un moteur de l'Europe. D'autres pays européens se considèrent comme des pays très importants en Europe. Donc, à Copenhague, au bout du compte, lorsque les États-Unis, l'Amérique du Nord, les plus grands pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Inde, et puis la Chine et l'Afrique du Sud, la plus grande économie du continent africain, ont été identifiés comme étant des pays qui pouvaient être en mesure de se réunir et de discuter de cette problématique. Mais quel est l'homologue européen à l'Inde, à la Chine, au Brésil, aux États-Unis? On n'a pas été en mesure de répondre à cette question. Et on ne peut pas demander à la Chine et aux États-Unis de répondre à cette question en notre nom. C'était un problème. Et je pense que notre sérieux en tant qu'Européens dans les négociations, alors que l'Europe a pris une position de leader, c'est une question qu'il va falloir résoudre. On a négocié sur les marchés d'émissions en tant qu'Européens et il faut que nous négocions sur le changement climatique en tant qu'Européens. Le Brésil et l'Indonésie sont très importants, bien entendu. Je dirais que leur intention principale pour les réductions d'émissions repose sur la lutte contre la déforestation. Les engagements dans ces 2 pays sont déterminants pour réduire la déforestation. Le président Lula est en fin de mandat cette année. Elle ne peut pas être réélu. Mais dans l'ensemble de la scène politique brésilienne, les engagements sont communs et très forts. Monsieur Yudhoyono vient d'être réélu en Indonésie et s'est personnellement engagé. Le problème en Indonésie est essentiellement un problème de gouvernance et d'administration. Dans certaines régions
de l'Indonésie. Vous savez que c'est un pays qui se compose de 17 000 îles, donc c'est très difficile d'administrer un tel pays. Dans certains endroits, il y a des engagements très forts de lutte contre la déforestation et dans d'autres îles, eh bien, la police et l'armée se font les complices de la déforestation. Il est donc très difficile de mettre en application une telle politique. Ceci dit, le président s'est fortement engagé, mais il y a véritablement des problèmes de gouvernance. Tout ceci signifie que le soutien à apporter aux pays dotés de forêts tropicales est très difficile et il faut que ces deux pays comprennent leur vulnérabilité et ils l'ont fait, je pense. L'Indonésie a compris notamment qu'elle était très vulnérable en raison de ces 17 000 îles et le problème de l'augmentation du niveau de la mer. Et puis, le Brésil est extrêmement vulnérable à toute variation de l'équilibre et de l'écosystème de la forêt amazonienne. J'étais en Chine la semaine dernière, je vais en Inde la semaine prochaine. Et les débats en Inde ont connu un véritable tournant ces 2 à 3 dernières années. Je travaille depuis 35 ans sur les questions d'économie politique en Inde et je dois dire que les changements observés ces 2 dernières années sont tout à fait remarquables. Dans l'élaboration politique indienne, le caractère explicite du changement climatique est tout à fait marquant. Il y a un plan national d'action sur le changement climatique avec un chapitre sur le solaire, la reforestation et l'efficacité énergétique. Et les ambitions sont très hautes. Dans la planification chinoise et la planification indienne sont très différentes. En Inde, par exemple, on se dit ce serait très bien d'atteindre cet objectif. En Chine, c'est un objectif et l'objectif, il faut l'atteindre. Donc, le mode d'action est différent. Ceci dit, en Inde, le monde associatif est très puissant. Il y a beaucoup d'ONG qui apparaissent comme un acteur politique très important. Et je pense que là, nous pouvons vraiment espérer dans les progrès en Inde. Mais l'Inde a très justement dit, vous aux États-Unis, vous en êtes à 20 tonnes par habitant, en Europe à 11 à 12 tonnes par habitant, en Chine à 6 voire plus. Nous, en Inde, on est bien en deçà. On est en dessous de 2 tonnes par habitant. Donc les Indiens insistent pour se distinguer, ce qui est tout à fait légitime. Et puis, en Chine et en Inde, et aussi dans une certaine mesure, il y a quand même un certain héritage de la planification à l'ancienne, des modèles de planification à l'ancienne avec des coefficients fixes qui règlent les entrées, les sorties, mais le progrès technique n'est souvent pas pris en compte dans la partie analytique de ces modèles de planification. Ici, il s'agit de découvrir de nouvelles façons de procéder, de produire par la technologie. Il s'agit d'avoir des interactions avec l'environnement qui sont réciproques et qu'il faut avoir des coefficients plus souples. Et ça, c'est la théorie de la croissance du XXIe siècle. Et parmi les analystes, vous avez encore en Inde et en Chine, et pas uniquement dans ces pays, vous avez encore des modèles de croissance et les techniques analytiques économiques qui remontent à il y a 50 à 60 ans. Donc des vieux modèles et ça fait encore partie de leurs arguments de défense. Donc il est très important de modifier notre façon d'analyser. Alors, qu'est-ce que cela signifie
ensemble. Je l'ai dit que en Chine et aux États-Unis, l'évolution est plutôt positive, mais pas aussi rapide que nous pourrions l'espérer. Ceci dit, il y a un élan et un engagement de la part de ces deux acteurs importants. Le sentiment d'injustice dans les pays en développement restera très prégnant et je vais certainement en reparler. Et il y a encore une distinction entre les contraintes, les engagements contraignants pour les pays riches et les accords volontaires des pays en développement. Mais ce serait bien que des pays passent de la non-annexe 1, c'est-à-dire l'engagement volontaire ou les accords volontaires, et qu'ils s'inscrivent dans l'annexe 1, c'est-à-dire les engagements contraignants. Il faut soutenir cette évolution. Ce serait très bien, par exemple, que le Chili, la Corée, le Mexique et même la Chine passent à l'annexe 1. Qu'ils le fassent éventuellement progressivement, c'est-à-dire qu'ils passent des accords volontaires à l'annexe 1 avec les engagements contraignants. Mais cette distinction n'est pas le seul point qui permettra de lutter contre l'injustice. Les chapitres financiers et technologiques vont encore jouer un rôle très important à l'avenir. Donc, voilà pour le changement politique pays par pays. C'est un panorama très rapide. Maintenant, revenons à cette idée d'un accord international. Je ne vais pas entrer dans les détails de cet accord international puisque nous en avons déjà parlé beaucoup la dernière fois. Il s'agissait d'avoir une bonne compréhension des émissions dans les pays riches et les pays en développement, de couvrir la technologie de la déforestation, les marchés d'émissions, les chapitres financiers et les accords institutionnels. Ce sont les ingrédients nécessaires à l'accord. Maintenant, essayons de voir quelles sont les questions politiques sous-jacentes et nécessaires à traiter pour parvenir à un accord. Il y a 3 points que j'aimerais souligner. Il y a d'abord la croissance sobre en carbone, dont j'ai parlé longuement au fil des leçons. Il y a le sentiment d'injustice dans les pays en développement. Et 3e point, fixer des objectifs qui vont nous permettre de trouver des cibles cohérentes pour tous. Et une fois encore, je ne veux pas vous ennuyer avec cette question de la croissance sobre en carbone, mais je voudrais souligner une fois encore à quel point c'est important. Il s'agit notamment de revoir les analyses économiques de ces dernières années et voir ce qu'ont apporté notamment les chemins de fer, l'électricité, les technologies de l'information à la société. Donc il ne s'agit pas de revoir les modèles de croissance avec le progrès technique endogène. En fait, les progrès sont issus d'investissements qui ont été consentis. Donc, il n'y a pas que les aspects historiques ou théoriques, il y a aussi les aspects pratiques, la démonstration par l'exemple de ce que peut être une croissance sobre en carbone. Je l'ai évoqué très souvent, il faut comprendre de façon très approfondie ce chapitre de l'histoire. L'injustice est un point que j'ai aussi souligné. Les sources de ces sentiments d'injustice, c'est que ce sont les pays riches qui sont les premiers responsables de ces émissions et les pays pauvres vont être les premiers frappés par les effets du changement climatique et c'est à eux de trouver aussi les moyens de lutter à la fois contre la pauvreté et contre les émissions et contre le changement climatique. Donc je le soulignerai une fois encore, il va falloir qu'il y ait une différenciation. La différenciation entre la non-annexe 1 et l'annexe 1 ne peut pas être abolie en une nuit. Et à Copenhague, les pays pauvres se méfiaient beaucoup de la position des États-Unis à ce sujet. On ne peut pas modifier ces deux annexes très rapidement. Cela va supposer beaucoup de soutien financier et technologique. Et on en a discuté il y a 2 jours lors du comité consultatif. Et cela demandera de notre part
une compréhension des attributions qui devront être faites dans l'ensemble des pays. Maintenant, je voudrais parler des affectations de quotas dans l'ensemble des pays. Et cela doit reposer au préalable, comme je l'ai dit, sur les principes d'équité et de justice. J'ai délibérément été dans les détails de ces questions dans la deuxième leçon, donc je ne vais pas revenir sur ces arguments, mais la conclusion sur cette question d'équité dont nous avons parlé il y a quelques semaines, c'est que l'histoire nous a appris la technologie et les richesses dont nous disposons nous montrent que les droits d'émission, c'est un mot que j'utilise avec beaucoup de précaution, ce terme de droit d'émission ou ces quotas d'émission, signifie que les quotas d'émission doivent être très faibles pour les pays riches. Il y a eu beaucoup de modèles très créatifs ou peu créatifs sur des notions simples d'équité. Je trouve que la plupart d'entre eux sont très adaptés, mais pas très faciles à comprendre d'un point de vue philosophique, moral, qui leur serait sous-jacent. Et je l'ai évoqué dans ma deuxième leçon, mais je voudrais revenir sur certains points d'équité des modèles économiques. On parle d'égalité de droits par habitant. On parle du droit du grand-père. C'est-à-dire qu'on se met dans une position où l'on a compris les défis posés par les problèmes des émissions et on se dit, voilà, on en est ici aujourd'hui, on a les techniques de production que nous avons et nous avons toutes ces richesses, mais on ne peut pas attaquer les gens pour les conséquences de ce qui s'est construit petit à petit, c'est-à-dire la richesse générée par l'industrie. On ne peut pas les pénaliser au présent pour ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire. Ça, c'est un argument. Maintenant, quant à le comprendre, c'est une autre question. Donc, certains disent donc il faut que ce soit un droit du grand-père, c'est-à-dire qu'on commence au point où on en est maintenant, on a le droit de continuer, mais les droits d'émission doivent être ajustés petit à petit. Il y a la notion de contraction de convergence, où l'on associe l'émission par habitant et le droit du grand-père. Et comme je ne suis pas convaincue ni par l'un ni par l'autre, je ne serai pas convaincue non plus par l'argument simple de la contraction et convergence. Ensuite, il y a des arguments qui ont beaucoup de succès en Chine aujourd'hui, qui consiste à dire on tient compte des émissions du passé aussi. Et les économistes chinois ont développé des modèles très compliqués par lesquels ils m'ont dit, voilà, vous êtes britannique, vous accumulez des émissions depuis 1850 et voilà ce que ça représente. Et je leur ai dit que mes aïeux n'étaient pas au Royaume-Uni au 1850, mais ça n'a pas semblé être un argument de poids. Et en fait, ils comptent le cumul des émissions dans l'année et qui sont très importants pour les concentrations de gaz à effet de serre que l'on observe aujourd'hui. Et l'Inde a fait une proposition par la voix de son Premier ministre il y a 3 ans, qui a dit nos émissions moyennes par habitant ne seront jamais supérieures à celles de la moyenne mondiale. On a trouvé que c'était très généreux comme argument. Donc, c'est une autre perception. On parle aussi des Greenhouse Development Rights, des droits de développement serre, c'est-à-dire si vous êtes en deçà d'un certain niveau, on ne peut pas vous pénaliser et vous empêcher d'atteindre un certain niveau de développement. Et à partir d'un certain seuil, vous êtes soumis à une obligation. Tous ces arguments
peuvent être facilement compréhensibles, mais je ne vois pas comment ils pourraient être les fondations d'une philosophie ou d'une morale quelconque, comme je l'avais dit dans ma leçon 2. Mais en fait, lorsque j'ai conclu cette leçon, je disais que la plupart des méthodes d'étude de ces questions, d'un point de vue éthique et moral, soulignaient que de toute façon, les droits d'émission devraient être très faibles pour les pays riches. Donc, je pense que on peut être très sûr sur ce que suppose le fondement philosophique de cet accord, c'est-à-dire un très faible taux d'émission pour les pays riches. Maintenant, vous avez vu ces 6 approches différentes de l'équité. Et comme ces 6 arguments conduisent à des conclusions complètement opposées les unes aux autres, je pense que ce serait une base, une plateforme, un socle beaucoup trop faible. Je préfère revenir aux fondamentaux de l'éthique et dire, eh bien, si nous ne pouvons pas être précis, l'argument principal de fond, c'est que les pays riches doivent fortement réduire leurs émissions. Et ensuite, on peut passer au calcul. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes face à une structure où on peut viser des émissions très faibles pour les pays riches, mais il faut étudier les caractéristiques des pays, les structures de négociation internationales, voir quelles sont les organisations qui pourraient être en charge de cela. Et c'est ainsi que l'accord de Copenhague doit être abordé. Donc, un principe fondamental, faible émission pour les pays riches, puis ensuite entrer en détail sur les caractéristiques de chaque pays avec une notion d'équité qui ne repose pas uniquement sur cette notion d'émission et de droit d'émission, mais aussi sur la finance, sur la technologie, tout en reconnaissant que les pays riches, à mon avis, doivent imposer des conditions aux pays riches sur des objectifs forts, sur la technologie, sur les finances, avant d'avoir des plafonnements. Il est maintenant 10h54. Je reprendrai à 11h. Si vous êtes ponctuel et que je tiens le temps que je m'étais imparti pour l'ensemble des transparents, nous aurons ensuite un petit débat. Donc, on reprend à 11h. Merci.